à l'aéroport d'Ndjili. Les ministres congolais entourant le premier Lumumba et le chef d'État Kasavubu sont venus attendre l'avion royal. Portant l'uniforme tropical et le grand collier de l'étoile africaine, le roi descend de la coupée. Il est accueilli avec empressement et respect. Le souverain se fait présenter les ministres congolais. La foule indigène manifeste sa joie tout au long du parcours. Voici venu le jour solennel de la proclamation de l'indépendance congolaise. Le roi, accompagné du président Kasavubu, se rend au palais de la Nation. Les deux chambres y sont réunies sous la présidence de M. Iléo, président du Sénat congolais. Dans son discours, le souverain déclare que l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II et continuée avec persévérance par la Belgique. Le président de la nouvelle République du Congo remercie les artisans de l'émancipation nationale et félicite la Belgique d'avoir eu la sagesse de ne pas s'opposer au courant de l'histoire. Quant au remerciement à la Belgique, cette partie du discours avait été supprimée à la demande du Premier ministre Lumumba, qui prononça lui-même une diatribe inopinée. Cette incartade provoque un malaise qui n'empêche pourtant pas la signature du traité d'indépendance. L'enthousiasme reprend le dessus. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons le réel plaisir de vous retrouver encore une fois de plus ce soir devant vos petits écrans de partout où vous nous suivez en ce moment pour suivre votre émission que vous aimez tant, intitulée Profil, dans laquelle nous parlons avec notre invité, bien sûr, Papa John Mambo, de l'intervention de Papa Simon Kimbangu dans le processus de l'indépendance de la République démocratique du Congo et des pays africains. Papa John, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Moi, je vais très bien, par le dire vous-même. Oui, merci Papa John, nous allons très bien. Papa John, nous avons déjà fait des numéros sur cette thématique. Nous voici aujourd'hui au 3e numéro. Ce que moi, personnellement, j'ai retenu à ce que vous avez dit, que Papa Simon Kimbangu est un homme multidimensionnel qui pouvait se manifester à plus d'un endroit à la fois. Par exemple, vous avez dit également, il a rencontré Lumumba en prison où il lui avait donné 5 conditions. Vous avez également dit aussi que les Congolais, nous avons, puisque je les suis, nous avons une difficulté de concilier Papa Simon Kimbangu à sa réelle identité. Raison pour laquelle nous avons du mal à saisir certains chapitres du processus de l'indépendance de la République démocratique du Congo et des pays africains. Oui, bien sûr. J'ai dit ça parce que, en fait, dans l'histoire du processus de l'indépendance, il y a des chapitres que je pourrais appeler obscurs. Okay. J'ai dit la fois passée qu'il y a comme ça des chapitres très, très, très intéressants que de certaines tendances essayent toujours de taire, que ce soit du côté de l'Occident, que ce soit du côté des Africains ou bien du côté des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'intervention justement inédite, parce que quand on dit inédite, c'est-à-dire qu'on n'en a jamais parlé, les gens n'osent jamais en parler. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens n'arrivent pas à démontrer sur le plan matériel ce qui s'est passé sur le plan spirituel. Alors, comment les gens n'y arrivent pas? Je m'excuse. Non, mais parce que il est une question... mauvaise foi ou peut-être un manque de connaissances? Non, c'est un manque de connaissances et aussi si vous voulez, une absence de pénétration. Vous voyez, le monde d'aujourd'hui, avec tout ce que nous connaissons comme courant philosophique, comme courant scientifique, d'accord, comme les disciplines rationnelles, les gens veulent tout expliquer se basant sur des données matérielles. Donc, hors du coup, Tata Simon Kimbangu
étant une personne multidimensionnelle, vous l'aviez bien dit, je l'ai dit la fois passée, qui avait les capacités spirituelles de se retrouver à plus d'un endroit à la fois. Il est donc important pour nous, comme des mortels, d'accord, de le saisir comme tel, pour arriver donc à expliquer le chapitre que moi j'appelle le chapitre obscur. Comment est-ce que, parce qu'en fait, on parle des accords qui avaient été signés, que lui, il a signé avec d'autres parties, pour permettre à ce que... lui a signé. Que lui a signé. J'ai dit, je répète, qu'il a signé. Maintenant, la question est celle de savoir comment Papa Simon Kimbangu est intervenu pour qu'il signe ces accords-là, puisque on sous-attend que sa partition était plus spirituelle que physique. Non, en fait, ce qu'on appelle spirituel, c'est ce qui est mystérieux, c'est que vous ne pouvez pas saisir. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'un homme spirituel peut vous apparaître en chair et en os, mais il est spirituel. Tiens, dans la Bible, après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, comme Thomas était en train de mettre beaucoup de doutes, lorsque le Seigneur leur apparut, il a dit, Thomas, viens, touche-moi. Vous comprenez? Et lorsque Thomas est venu, il a posé son doigt sur le corps. C'était un corps matériel. C'était un corps matériel, mais qui n'avait pas un fonctionnement soumis à la matière dans notre système d'évolution. Vous comprenez cela? C'est-à-dire qu'un homme spirituel, vous pouvez le toucher. Il peut vous parler. Je donne un autre exemple. En 1936, ça c'est un témoignage que nous avons reçu du professeur Ifefa Manji. Il était professeur, et il est déjà décédé, mais il fut professeur à l'université de Kinshasa. Le professeur Ifefa Manji arrive au centre d'accueil kimbanguiste et rend le témoignage que lui avait rendu son propre père. C'est-à-dire que Papa Simon Kimbangu, dans l'histoire du kimbanguisme tel que les internautes et les autres téléspectateurs le savent, c'est que le mouvement a été dispersé. Et donc les adeptes du mouvement étaient pour la plupart arrêtés et puis amenés à la relégation. Donc Papa Simon Kimbangu, dans sa grandiose multidimensionnelle, pouvait se manifester dans chacun des camps où les relégués étaient concentrés pour leur rendre visite. Alors que physiquement, il était à Lubumbashi, à prison, parce qu'il était arrêté en 1921, le 12 septembre, et donc après les jugements, le 3 décembre, il est lui aussi relégué, comme tous les autres, cette fois-là, à Lubumbashi. Parce que lui, il a purgé sa peine à Lubumbashi, les autres étaient à Ekafela, à Lomela, à Belingo et partout ailleurs, dans toute l'étendue du territoire de la RDC, du Congo belge, jadis. Donc Papa Simon Kimbangu, dans sa grande puissance, pouvait se manifester pour réconforter ses adeptes. Et donc, Papa arrive à Lomela. Quand il arrive à Lomela, il est pris en chasse par les troupes coloniales, c'est-à-dire par l'autorité coloniale, en fait, la police coloniale, parce qu'en fait, il y avait un décret, d'accord, émis en bonne et due forme. Enfin, qu'est-ce que je dis? Il y avait un mandat d'arrêt émis en bonne et due forme contre lui, qui avait permis à l'autorité coloniale d'arriver à, enfin, de venir en Kamba pour l'arrêter. Donc, à chaque fois qu'on signalait l'apparition, la manifestation de Tata Simon Kimbangu, l'autorité coloniale s'y présentait pour l'arrêter, avec les troupes de répression pour l'arrêter. Donc, cette fois-là, ça se passe à Lomela. Papa a commencé à fuir. Il a fui jusqu'à la rive de la rivière Kivu. Lorsqu'il arrive là-bas, il trouve un certain Ifefa. C'était un piroguier. Alors il lui dit, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, mais les policiers me prennent en trousse. Je vous prie de bien vouloir me traverser de l'autre côté. En tout cas, aide-moi, ne me laisse pas, sinon ces gens vont m'arrêter. Le papa Ifefa a embarqué Tata Simon Kimbangu et a commencé à ramer jusqu'à l'autre rive. Quand ils arrivent au milieu de la rivière, voici les policiers arrivent à la rive où ils étaient. C'était impossible pour traverser à la nage ou je ne sais pas moi. Laissez-moi terminer cette histoire. C'est important parce que vous avez posé une question importante. Je suis en train de me tuer à 1000 morceaux pour essayer d'attirer l'attention des téléspectateurs, des internautes sur le fait que Tata Simon Kimbangu, quand on dit multidimensionnel, c'est-à-dire il pouvait comme ça, matérialiser le pouvoir d'omniprésence, parce qu'il pouvait se manifester à plus d'un endroit à la fois, d'omniscience et d'omnipotence. Il pouvait incarner tout ce pouvoir-là matériellement. Donc,
Le piroguier, Papa Ifefa, traverse Tata Simon Kimbangu jusqu'à l'autre rive. Papa Simon Kimbangu lui dit ceci: je n'ai rien à te donner. Et je sais aussi que tu n'as pas d'enfant. Mais tiens donc, l'année prochaine, ta femme sera grosse et elle enfantera un enfant, ton fils, et ce fils-là deviendra un grand homme et il t'aidera beaucoup. Les fils en question qui naquit, c'est donc le professeur Ifefa Manji de l'Unikin qui rend ses témoignages en 1996. En 1996, j'étais au centre d'accueil, j'ai écouté ça. Mais la question demeure: comment est-ce que Tata Simon Kimbangu, étant en prison à Lubumbashi, pouvait se retrouver, d'accord, dont la présence a été d'ailleurs signalée à l'autorité coloniale belge à Lomela en 1936. Donc c'est pour dire que c'est vrai, même quand on signale son apparition en 1942, d'accord, on l'arrête à Lomela, on l'arrête à Ekafela, on l'arrête à Belingo, on l'arrête à Boma, on l'arrête presque partout. On l'arrête presque partout. En fait, l'autorité coloniale, les Belges, savaient déjà que Papa Simon Kimbangu avait ce pouvoir-là de se manifester à plus d'un endroit à la fois. Il rencontre donc Lumumba à prison, à Jadotville, à Likasi, et lui donne des conditions. C'est donc fait. Les téléspectateurs, les internautes le savent. Même si les Congolais, même si les Africains ont nette conviction que Papa Simon Kimbangu était un homme hyper puissant. Mais ils ne savent pas démontrer cela avec des éléments fixes. Là, ce sont des éléments, des détails que j'apporte pour la suite, dans la compréhension du processus de la décolonisation de la RDC. C'est important parce que je l'ai dit, Papa Glody, qu'il y a comme ça des chapitres que certaines tendances essayent de taire, où Tata Simon Kimbangu, effectivement, a signé des accords pour permettre à ce que la RDC ait accès à son indépendance. Sinon, Papa John, là, je voudrais un peu savoir qu'est-ce qui cause la contradiction à l'histoire écrite. Mais il n'y a pas de contradiction. Où est-ce que vous êtes en train de poser la contradiction? Moi, je ne vois pas de contradiction aucune. Parce que nous voyons la Bible, en fait, au-delà des Écritures saintes, ce que nous lisons, c'est l'histoire d'un peuple. Et cette histoire-là a été contée de bouche à l'oreille. Il faut que ça soit d'abord par la tradition orale pour qu'ensuite les écrivains viennent rédiger. Alors vous pouvez lire. Est-ce que vous comprenez? Or que moi, ici, je suis en train de vous apporter des éléments scientifiques. C'est vérifiable. J'ai dit le professeur Ifefa Manji. C'est-à-dire qu'il naquit par la volonté, par la puissance d'un homme qu'on a appelé Tata Simon Kimbangu. Justement pour démontrer que Papa Simon Kimbangu s'est retrouvé en 1936 à Lomela, alors qu'il était déjà arrêté. Il était en prison physiquement depuis 1921. Comment est-ce qu'il se retrouve en même temps en prison à Lubumbashi, et puis à Lubumbashi et puis à Lomela? Est-ce que vous comprenez cela? Donc, il n'y a pas de contradiction. Par contre, je crains que vous apportiez des contradictions et des confusions dans le chef de ceux qui vous regardent. Donc, moi, sinon, à notre niveau, il n'y a pas la confusion. Mais Papa John, je me dis en ce moment, pourquoi le Belge à l'époque, ils prennent Papa Kimbangu pour l'amener à Lubumbashi, où il mourra. Également, après l'indépendance, ils le font à Lumumba. J'ai dit la fois passée que le processus en soi avait commencé en 1921. Mais lorsqu'on est en 1921, en fait, quand on arrête Tata Simon Kimbangu, qu'on essaye de l'éliminer physiquement, c'est avec raison. C'est avec raison. Je vais expliquer. C'est-à-dire, on est en 1921, mais je saute pour aller en 1958. La fois passée, je disais en fait que Papa Charles Kisolokele, en marge de l'exposition internationale de Bruxelles, il s'y est rendu en fait pour participer à un test. Mais avant de partir, son père était venu lui avertir qu'il partirait à Bruxelles, mais avant il devrait passer par sa maman. Et donc en Kamba. Et donc, Papa Kisolokele Charles va aller effectivement en Kamba pour rencontrer sa maman lorsque son nom parut sur la liste des gens qui étaient retenus pour aller passer ses tests à Bruxelles. Mais quand il croise sa mère, alors sa mère va aller prendre des documents, des accords dont je parle, pour le remettre à son fils aîné.
Papa Charles Kisolokelo Lukelo, avec un mot d'ordre de son père. Elle lui a dit, quand tu arriveras à Belgique, après le test, tu chercheras à rencontrer le roi Baudouin. Si tu rencontres le roi Baudouin, alors dis-lui que son père a dit, que ton père a dit, qu'il est temps pour lui d'accorder l'indépendance à la République démocratique du Congo sur base des accords que ton père avait signés avec son grand-père. Son grand-père, c'est qui? C'est Albert Ier. Et donc, pour la petite histoire, papa va passer ce test, il est parmi les 5 premiers, et puis le roi voudra rencontrer le 5 premiers. Sinon, parce que, en fait, Papa Kisolokelo s'est rendu à ce test en qualité de qui? Il est, parce qu'à ce moment-là, il était, parce que quand il est revenu, il est devenu administrateur territorial adjoint. Il était, j'ai ta question, hein? Il était agent territorial. Okay. Ouais, il était agent territorial à Tchela. Mais quand il est parti, quand il est revenu, d'accord, il est nommé, promu, administrateur adjoint du territoire, enfin de Tchela. Donc, il est parti en cette qualité-là. Après les tests, le roi voulait rencontrer le 5 premiers. C'est en fait comme ça qu'il rencontre le roi. Parce que même lui-même, il s'est posé la question, moi je suis un simple colonisé, comment je peux arriver au palais royal pour rencontrer? Bon, sur demande des rois tour à tour, ces gens-là sont arrivés et papa arrive également pour rencontrer le roi. Alors au cours de leurs entretiens, alors il va révéler au roi qu'il était effectivement l'aîné, le fils aîné de Papa Simon Kimbangu, porteur des accords que son père, Papa Simon Kimbangu, et leur grand-père, Albert Ier, avaient signé pour l'indépendance. Okay. Alors le roi Baudouin de dire, mais ce que tu me demandes, je ne sais pas le faire. Parce que Papa Kisolokelo lui a dit, voici ce que mon père demande. Il demande à ce que vous accordez l'indépendance au Congo, sur base des accords, ces accords qui avaient été signés. Et il faut croire à ces moments-là que ce n'est pas seulement le camp du Congo, c'est-à-dire Papa Kisolokelo qui a ces accords-là, mais il y a aussi des copies de ces accords-là du camp belge, du côté des Belges. Donc, quand on regarde les accords, ce sont les mêmes. Les signatures qui sont à l'intérieur, apposées sur ces actes-là, ce sont les signatures de ces deux parties, c'est-à-dire Papa Simon Kimbangu et Albert Ier. Papa John, quels sont ces accords que Papa Simon Kimbangu a signés avec Albert Ier? Mais ce sont les accords sur l'indépendance. Ce sont les accords sur l'indépendance. Le contenu tourne toujours autour de l'indépendance. Non, en fait, lorsque Papa Simon Kimbangu rencontre Albert Ier, il se passe, en fait, Papa Simon Kimbangu pose des conditions. Ce sont les accords de 1908. Parce que ce qui précipite l'indépendance, ce sont les accords de 1908. Ils se sont rencontrés où? Je vais expliquer. Ce sont les accords de 1908 et les accords de 1940. Les accords de 1908 ont été signés par le grand-père Albert Ier avec Papa Simon Kimbangu, alors que les accords de 1940 ont été signés par Léopold III, d'accord, avec Papa Simon Kimbangu, l'enfant d'Albert Ier. D'accord. Albert Ier était en prison, Papa Simon Kimbangu est parti le secourir. Alors, comme condition, Papa Simon Kimbangu a exigé du roi qu'il signe la décolonisation du Congo dans les jours qui suivront. Cela a été chose faite, le roi a signé, Papa Simon Kimbangu aussi a signé. Une copie est restée chez le roi et une autre copie est restée chez nous. Vous comprenez ce qui s'est passé? Ce qui est resté maintenant chez nous, ça se trouve où la copie? Mais ça se trouve en Kamba. Pourquoi est-ce que vous pensez que le kimbanguiste scande, d'accord, que sans la reconnaissance de Papa Simon Kimbangu, ce pays ne décollerait pas? Donc, Papa John, si je vous comprends bien, vous pouvez ici nous dire que vous, les kimbanguistes, vous avez certains documents dont le gouvernement congolais n'en ont pas en ce qui concerne l'historique de ce pays. Le gouvernement congolais, comme j'ai dit au premier volume, n'a pas assez de documents importants d'ailleurs qui fondent le Congo.
C'est pas pour rien, quand on a commencé ces numéros, quand on a commencé ces séries, j'ai pensé retourner à la case du départ, c'est-à-dire à la création du Congo même comme un État-nation. C'est-à-dire à la table de négociation de puissance durant la conférence internationale de Berlin. Okay. J'ai dit ça. Je me souviens. J'ai aussi dit que malheureusement pour nous, l'État congolais aujourd'hui n'a pas des accords, n'a pas des documents. Parce qu'en fait, il y a l'acte général de Berlin, pas seulement ces documents-là, qui est à la portée de tous. Mais durant les assises de la conférence internationale de Berlin, les partis ont contracté, ont signé des accords bilatéraux et multilatéraux, surtout pour les traçages des frontières et d'autres. C'est comme ça que vous avez, je me répète donc, c'est comme ça que vous voyez en fait, l'Occident, la communauté internationale a eu une certaine approche quand il est question du Congo. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que le malheur chez nous, la malédiction, c'est que nous n'avons pas de copies. Quand nous avons accédé à l'indépendance, la Belgique a amené toutes les archives, et donc on nous a amené la mémoire collective. Et on n'a pas de repères, on n'a pas de pistes, on n'a pas de références que Tata Simon Kimbangu. Est-ce que vous comprenez cela? Donc il y a un certain nombre il y a une série d'événements qui ont suivi l'accession de notre pays à l'indépendance. On va en parler peut-être au numéro prochain. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vrai, papa. Donc, les problèmes, ce sont les problèmes des documents. Maintenant, ces accords-là ont été signés, les conditions ont été posées, le roi a signé, mais papa Simon Kimbangu aussi a signé. Les accords de 1908, mais également les accords de 1940 que Léopold III a signé. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, c'est en fait ça. Ce sont donc ces accords-là qui sont remis sur la table par papa Charles Kisoloke en 1958 avec le roi. Il a dit, mon père m'a instruit de vous dire, donnez, accordez l'indépendance au Congo, à la République démocratique du Congo, vous le faites. Ou alors, si vous ne le faites pas, il m'a chargé de vous dire que vous allez vous battre, lui et vous. Maintenant, le vainqueur annexera le pays de l'autre dans son pays. Oh là. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, en fait, la Belgique, déjà, avait un projet d'annexer le Congo, d'accord, à la Belgique, pour que le Congo belge devienne la 10e province de la Belgique. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle de, c'est pas nouveau, on parle des territoires français d'outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe, les Antilles. Est-ce que vous comprenez cela? Ce sont des territoires qui appartiennent à la France. Et donc, c'est ce que la Belgique projetait faire. Mais malheureusement, il y a eu des péripéties qui ont fait que la Belgique n'a pas pu. C'est-à-dire, papa Simon Kimbangu s'est imposé, il a intervenu à travers ses fils pour que cela n'ait pas lieu, juste à recruter Lumumba, à recruter Kasavubu. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, quand on arrive en 1921 par Glody, le processus commence historiquement tel que nous le connaissons en 1900, c'est-à-dire l'histoire matérielle, ce qu'on peut palper, ce qu'on nous a toujours présenté. C'est qu'on nous a toujours présenté. Parce qu'il y a une version de l'histoire du Congo et une version de l'histoire du kimbanguisme, d'accord, version kimbanguiste. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand vous lisez l'histoire du Congo, quand vous lisez même l'histoire du kimbanguisme, il y a tellement de versions qui ont apporté une aberration profonde au point qu'aujourd'hui, les Congolais eux-mêmes ne savent pas pénétrer l'histoire de leur propre prophète, ne savent pas pénétrer l'histoire authentique de leur propre pays. Maintenant, vous étant propriétaire de cette histoire, que faites-vous pour promouvoir cette histoire à tout le monde afin que cela soit connu? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant là, avec tes amis, avec Glody? Ça c'est l'un des canaux. Mais c'est une promotion. L'église kimbanguiste. Il peut y avoir aussi également. Mais je m'excuse. On parle de l'indépendance, n'est-ce pas? Donc moi je ne suis pas ici pour parler de qui fait promotion et qui ne fait pas. Mais seulement je prends un élément isolé. L'élément isolé, c'est votre chaîne à vous. Moi, quand on m'invite pour aller parler du kimbanguisme ou parler du Congo, j'y vais sans hésitation. On fait la promotion de tout ça. Les soucis, c'est en fait, aujourd'hui, l'église kimbanguiste a construit un musée. D'accord? Un musée, comme on dit, polyvalent. Mais pourquoi? L'avènement du musée. Nous avons un musée national aujourd'hui.
Mais l'avènement du musée dans un pays, dans une circonscription, dans une entité, d'accord, et en fait, si vous voulez, précurseur à la restitution de la mémoire. C'est ça. C'est-à-dire que ce que l'église kimbangiste fait en construisant un musée, le musée Tata Simon Kimbangu, c'est préparer, en fait, pas seulement les kimbangistes, mais le Congo à une restitution de mémoire. Autant que le musée national que je visite très souvent. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, on était en train de parler de la schématisation, parce qu'on ne s'évade pas. Moi, j'ai sauté, je suis parti de 1921 pour aller à 1958 pour essayer d'ouvrir ces grands chapitres qui concernent ces chapitres obscurs qui concernent les accords et tout. Parce que je ne voudrais pas que les gens maintenant posent des questions. Mais comment est-ce qu'il a signé ces accords? J'ai dit c'était en 1908. Et puis la convention ou les accords de 1940. Ce sont les accords qui étaient apportés sur la table devant le roi Baudouin. Et qui a fait que le roi Baudouin nous, pas précipite, mais ouvre le processus de la décolonisation du Congo. Parce que cette fameuse phrase, cette intimidation, pour Dieu, il n'y a même pas d'intimidation, mais je le mets comme ça parce que je parle des phrases qu'il faut à cette place-là. C'est-à-dire que l'intimidation que Papa Charles a posée sur la table de la part de son père, que mon papa a dit, si tu ne t'exécutes pas, vous allez vous battre. Et le vainqueur annexera le pays de l'autre dans son pays, a marché. A profondément marché, au point que le roi a dit, mais Charles, comment pensez-vous que moi qui suis immortel puisse me battre avec une personne qui est esprit? Ça aussi c'est de l'histoire. Il a dit, dis à ton père, je vais vous accorder l'indépendance. Mais vous savez ce qui s'est passé? En fait, le 4 janvier 1959 était une sorte de démonstration de force. Martyr de l'indépendance. 3 soldats nains, comme on les appelle, en Lingala, Basoda, Mikoussi. Ces 3 soldats, les Armageddon, les soldats de petite taille, d'accord? Oui, se sont manifestés et il y a eu tout ce qu'il y a eu le 4 janvier. Et à partir de ce 4 janvier, les Belges étaient au courant. Parce qu'ils avaient, maintenant, parce que tu m'as aussi posé la question par rapport aux preuves et tout, des détails, mais il y a des photos des Armageddon. Ce sont des preuves scientifiques. Et ces photos-là ont été capturées par des Belges. Et il y en a mieux même. Parce qu'il y a dans les archives belges, d'accord, au musée royal belge, il y a des choses, même la photo que Papa Simon Kimbangu a prise avec le roi Albert Ier. Est-ce que vous comprenez cela? Oh non, mais c'est tellement merveilleux, je te dis. C'est tellement merveilleux. Mais les Belges ne savent pas vous restituer ça. Que si dans les relations entre État et État, le Congo, d'accord, s'exécute, en fait, en tant qu'acteur des relations internationales, pour exiger de la Belgique la restitution de tout ça. Ces documents. Parce que l'église kimbangiste est une asbelle, ne saura pas le faire. Parce que les asbelles, en fait, les États dans les relations internationales ne traitent qu'entre eux. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'il était important qu'en 1960, que Joseph Kasavubu proclame l'église kimbangiste église partenaire d'État. Pour que l'église kimbangiste accompagne l'État dans toutes ses démarches. Parce que l'église, malheureusement, cela ne s'est pas produit. Est-ce que vous comprenez un peu, Baglu? Alors, Papa John, vous nous avez parlé, vous avez commencé à schématiser cette intervention de Papa Simon Kimbangu. Vous avez quitté 1921 en 1958. Là où vous nous avez parlé également de l'intervention de Papa qui Papa Kimbangu avait envoyé pour rencontrer le roi de Belgique. Mais alors, après ça, qu'est-ce qui suivra? En fait, donc, en 1958, pour rapidement clore ces courts chapitres, lorsque Papa Simon Kimbangu revient de cette mission, d'accord? Papa Kisolokele. Plutôt, pardon, je m'excuse, Papa Kisolokele. Lorsqu'il revient de la Belgique, eh bien, on constate que le processus est déclenché, effectivement. Mais le militantisme pour la décolonisation, pour l'accession à l'indépendance, est parti de 1921. Mais c'était important que, pourquoi est parti de 1921? Parce que, comme j'ai expliqué la fois passée, c'est-à-dire qu'il déclenche, quand il débute son ministère, c'est un processus qui se déclenche. L'autorité coloniale, pris d'effroi,
comprend qu'ici, ça ne va pas. Parce que vous avez un indigène, hein, j'ai dit un indigène. Nous sommes dans l'histoire. Ça dit qu'un colonisé, quelqu'un qui n'a pas de droits, même s'il y avait la charte coloniale d'un côté. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire un indigène sur une colline quelconque, une colline qui n'est pas attractive. C'est-à-dire c'est juste un passage, je ne sais pas moi, un détail sur la carte, déclenche un processus qui va commencer à décontenancer l'autorité et va commencer carrément à étouffer les colonisateurs. Pas à étouffer, je veux dire commencer à démanteler le socle du pouvoir colonial. Et donc, les 6 juin, comme j'ai dit, j'ai dit le 6 juin. Le 6 juin, on tente de taire les mouvements, d'arrêter la personne. Il s'échappe, il n'est pas là. L'autorité coloniale se pose la question. S'agissait-il simplement des indigènes? On n'en sait rien. Parce que ici, Léon Morel s'amène en Kamba avec 24 policiers de la force publique. Hein. Léon Morel qui était l'administrateur du territoire de Tisseville. D'accord? Mbanzangoum aujourd'hui. Il y avait un mandat d'arrêt qui était émis en bonne et due forme, comme je dis, délivré par le commissaire de district, M. Deléval. Donc c'est la force publique qui arrive. La force publique, c'est la police de la force publique qui arrive. C'est pas rien ça. 24 éléments pour des indigènes, c'est pas rien. Pour un mouvement non violent, c'est pas rien. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en fait, le système colonial belge était le deuxième système le plus brutal et le plus dangereux d'Afrique. C'est-à-dire le premier était l'apartheid, le deuxième c'est le paternalisme hybride que appliquer les Belges ici, les Flamands ici chez nous. Est-ce que vous comprenez? C'est pas rien. La force publique, c'est une armée qui est brutale, réputée brutale et disciplinée et organisée. Quand la force publique se mêle de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, elle remporte des victoires en Birmanie, en Éthiopie, en Assosa, au Sayo. C'est une force, la force publique. Et donc vous avez là la police de la force publique qui vient pour écraser un mouvement. Et puis la force publique ne réussit pas par la puissance du Seigneur. Un civil, ça remet en question la force et si vous voulez, la composition, l'architecture même de la force publique. Vous savez ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est que le 12 août 1921, l'autorité coloniale va décider de décréter un régime mitigé. Ça veut dire retirer les civils pour habiliter les militaires. C'est comme ça qu'on a retiré la police de la force publique pour mettre sur le terrain maintenant les éléments de la force publique, des soldats, pour chercher Tata Kimbangu. C'est en fait la fameuse histoire de l'envahissement de la Cité Sainte. Mais quand on tente d'arrêter Tata Simon Kimbangu et de l'éliminer physiquement, parce qu'en fait il a signé des accords depuis 1908, et ce sont des accords qui gênent les Belges, qui gênent la Belgique. Autant récupérer la copie de ces accords et tuer la personne pour effacer les traces. C'est comme ça que Maman Mouilou a beaucoup souffert. Parce qu'on lui posait seulement 2 questions. La première, où est la canne sacrée qu'utilisait ton mari? La deuxième, où sont passés les accords, les documents qu'il t'avait remis? Effectivement, ces accords, j'ai dit ici que Papa Charles Kisolo, qu'elle devrait passer par sa maman pour prendre tous ces accords. Parce que c'est Papa Simon Kimbangu qui était venu lui remettre ces documents qu'il avait mis dans un damjan, qu'il avait passé qu'il avait placé, caché dans une forêt. Donc, et puis, on arrête les adeptes du mouvement. Mais le militantisme, il est pacifique. Il continue à prier, à résister pacifiquement, sans violence et tout, pendant près de 40 ans. Jusqu'à ce que la guerre mondiale va éclater. Lorsque la guerre mondiale éclate, c'est l'histoire maintenant des accords de 1940, parce que Léopold III, qui remplace Albert Ier, qui est mort en 1934, est arrêté par les Allemands, les troupes allemandes, et puis il est amené en prison en Allemagne. Qui intervient? Cette fois-là, c'est toujours Papa Simon Kimbangu. Le roi sera arrêté pour quelle cause? En fait, ça, il y a l'histoire. Je dois remonter très loin. Je dois vous parler de la naissance de la Belgique comme un État tampon.
pour résoudre. Une petite parenthèse. Je suis en train d'en parler. Oui. C'est difficile parce que c'est le cours d'histoire. C'est difficile d'ouvrir qu'une petite parenthèse, mais je vais essayer d'être un peu court. Un petit peu. Enfin, un peu court. La Belgique va naître par la volonté des puissances, 3 puissances, après la guerre napoléonienne. C'est-à-dire, il y a la Grande-Bretagne, il y a la France, Philippe d'Orléans, et puis il y a la Grande-Bretagne. Après le congrès de Vienne, il n'y a pas que... Vous avez cité que 2 pays. La Grande-Bretagne, la France, et puis la Prusse, en fait l'Allemagne, disons l'Allemagne. D'accord? Mais l'Allemagne convoitée, en fait, il y a eu un conflit entre l'Allemagne et la France. La France, c'est la France de Napoléon, qui a conquis des territoires, qui a annexé presque toute l'Europe. Au congrès de Vienne, après la défaite de Napoléon, il fallait restituer des anciennes terres à leurs anciens propriétaires. Et donc on a restitué. Mais l'Allemagne, à cause de ça, avait pris des dispositions et avait mis sur pied une opération qu'on appelle l'opération Schiffen. L'opération Schiffen consistait en fait à contourner la Belgique pour envahir la France, d'un côté. De l'autre, c'est-à-dire que la lignée royale belge, c'est un métissage de ces 3 grandes puissances. En fait, pour créer effectivement un État tampon, qu'est-ce que les puissances, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne s'étaient dit? En fait, pour s'assurer qu'il n'y aurait plus conflit entre nous 3, d'accord? Il faut, en créant la Belgique, mettre à la tête quelqu'un qui est un métissage de nous. C'est comme ça qu'on a pris, en fait, un prince de Saxe-Cambourg, Léopold Ier, le père de Léopold II, un prince de Saxe-Cambourg, quelqu'un qui est né en Grande-Bretagne, tu comprends? C'est-à-dire, prince de Saxe-Cambourg, d'origine allemande, né en Grande-Bretagne. Il a une texture britannique. D'accord? On a pris cette personne-là. Parce qu'il a des origines allemandes. Et qu'il a grandi, il a une texture britannique. Cette personne est donc une personne tampon, d'accord, qui doit séparer en réalité l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Maintenant, pour la France, on va prendre la fille de Philippe d'Orléans, on va la marier à cet homme, ce prince de Saxe-Cambourg, Philippe Ier, qui est le père de Léopold II. Est-ce que vous comprenez ça? Qui est le père de Léopold II. Donc, c'est comme ça que la Belgique naîtra. Mais l'Allemagne, à cause de cela, pensait avoir toujours des faveurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, quelqu'un qui est de Saxe-Cambourg, qui est d'Allemagne, est un homme qui doit nous être favorable. Vous comprenez? Et donc l'Allemagne avait mis sur pied une opération qu'on appelle l'opération Schiffen. L'opération consistait à contourner la Belgique ou à passer par la Belgique pour envahir la France, ou mieux, annexer la Belgique à l'Allemagne. Pourquoi? Parce que le prince Philippe Ier a des origines de Saxe-Cambourg en Allemagne. Est-ce que vous comprenez cela? D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle Albert Ier, qui est neveu, lui, de Léopold II, a été arrêté quand il était prince, qui a nécessité, en fait, l'arrestation, qui a nécessité l'intervention de Papa Simon Kimbangu en 1908. J'explique ça. Voilà. Donc, c'est en fait ça. J'ai donné le cours d'histoire en peu de temps. Ouais. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est ce qui s'est passé. La guerre mondiale va éclater. C'est l'Allemagne qui va envahir en 1939 la Pologne. Ensuite, en 1940, la Belgique. On arrête le roi à cause de ça. À cause de ça. La genèse, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, on arrête le roi parce qu'il n'avait pas pu garder pendant longtemps le prince Albert avant qu'il ne succède à Léopold II et devenir le prochain roi des Belges. Donc, quand ils ont arrêté Albert Ier, qui était prince à ce moment-là, Papa Simon Kimbangu a intervenu pour libérer les princes. Ensuite, les princes, en 1909, est devenu le roi des Belges, après la mort de Léopold II. Mais il va disparaître en 1934, laissant un fils héritier qui va devenir lui aussi roi. C'est Léopold III. À la Deuxième Guerre mondiale, il sera arrêté. C'est le général Hitler qui arrêta le roi Léopold II. Ce sont les troupes d'Hitler le roi qui? Léopold III. D'accord. Il est en prison. Et puis, la reine Astrid, d'ailleurs, déjà, il y a eu beaucoup de problèmes en Belgique à ce moment-là. Vous connaissez le stade 24 novembre ici,
À l'époque coloniale, ce stade-là s'appelait le stade Reine Astrid. La Reine Astrid était en fait la reine du roi Léopold III. Est-ce que vous comprenez? Mais cette reine-là est morte mystérieusement. Ensuite, le roi va faire quelque chose. Le roi a trahi les Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Okay. Il s'est laissé comme ça. Quand on l'a pris, on l'a amené en Allemagne. Et puis, il s'est marié avec une Allemande. Une Allemande. Alors, le Parlement belge a dit non, tu n'es plus notre roi parce que tu as trahi les Alliés. Tu abdiques de là où tu es. Tu n'es plus notre roi. C'est comme ça que, même si Papa Simon Kimbangu avait aussi intervenu, quand il est revenu, le roi n'avait plus... D'accord. En tout cas, disons, il n'avait plus qualité de monarque. Okay. Parce que le Parlement l'avait contraint d'abdiquer au profit de son fils. Okay. Et tu sais c'est qui? C'est Baudouin qui va devenir le roi des Belges, tout jeune, en 1953. Vous comprenez ça, l'histoire? Okay. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc la Belgique sera arrêtée, plutôt l'Allemagne va envahir la Belgique. Et puis... les Belges qui étaient ici vont solliciter encore une fois l'intervention des Papa Simon. Par le biais toujours de ses enfants, mais en 1940, c'est Papa Diangenda, le troisième fils de Papa Simon Kimbangu, d'accord, qui lui est encore étudiant à la colonie scolaire de Boma. Il est à sa dernière année. Une voiture officielle du gouvernement belge arrive, avec le fils aîné, Papa Charles Kisolo Kele. On prend Papa Diangenda, on prend Papa Charles Kisolo Kele avec des prélats catholiques et les officiels qui étaient venus avec eux. Ils s'isolent dans le bureau du préfet pour faire une demande solennelle aux enfants afin qu'ils puissent intercéder auprès de leur père pour que leur père, Simon Kimbangu, mieux libère la Belgique. Donc, Papa John, le Belge, conscient de la dimension spirituelle de Papa Simon Kimbangu, et il demande l'intervention de Papa Simon Kimbangu à travers ses enfants. Bien sûr, parce qu'ils s'en sont conscients depuis 1908. Okay. Depuis même avant. Vous comprenez? C'est pas pour rien que, en fait, c'est pas pour rien que l'Occident est arrivé ici. Genre, à la jeunesse de cette émission, on a tenté d'expliquer déjà quand Léopold II, le gouverneur Plicard va dire il ne faut pas vous lancer à l'enseigner qui est Dieu. Il leur enseignait qui est Dieu, ils connaissent Dieu. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Donc, ils sont conscients. Ils prennent Papa Diangenda, ils prennent Papa Kisolo Kele, ils sollicitent leur intervention afin que leur père, enfin, ils sollicitent à ce qu'ils intercèdent auprès de leur père pour que leur père intervienne et que Hitler soit arrêté et que la Belgique soit libérée. Là encore, Papa Simon Kimbangu dit à ses enfants, en fait, c'est quand même aussi, il y a des détails, mais je vous épargne des détails. Voilà. Là encore, Papa Simon Kimbangu va dire à leurs enfants, à ses enfants, ok, c'est bon, dites-leur quand ils reviendront que j'accepte. Okay. Mais à une condition qu'ils signent l'indépendance du Congo. Vous comprenez? Donc il y a eu comme ça des accords. Et ce sont tous ces documents, tous ces actes, tous ces accords que Papa Diangenda a mis à la disposition, d'accord, de Joseph Kasavubu en particulier. Ok. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient proches pour que... Oui, ils étaient proches parce qu'à ce moment-là, on quitte les années 40, on est les années 47, non, les années 40, les années 43, Papa Diangenda et Tachela, il travaille aussi comme commis dactylographe, et puis par la suite, il est affecté comme vérificateur en 1946 à Mwanda. À partir de Mwanda, il y a quelque chose qui se passe. Il revient à Léopoldville. Qui le prend? C'est le vice-gouverneur de la province de Léopoldville, M. Peigneux, qui reprend Papa Diangenda et le nomme comme secrétaire de son cabinet. Okay. Vous comprenez? Secrétaire de son cabinet. Nous sommes les années 1947. Or, après le départ de M. Peigneux, qui était le vice-gouverneur de la province de Léopoldville, Papa Diangenda est resté parce que Peigneux est parti juste après la mort de Papa Simon Kimbangu en 1952. En 1953, c'est Pétillon qui sera nommé
gouverneur général du Congo belge. Ok. Gouverneur général du Congo belge. Alors, M. Peigné va recommander Papa Dianguenda Kontima au gouverneur général du Congo belge, M. Pétillon. C'est comme ça que, durant les années 50, Papa Dianguenda, il est mieux placé. Il est dans l'appareil décisionnel même du gouvernement colonial. Est-ce que vous comprenez? Oui. Or, il était secrétaire particulier, mais aussi chargé du personnel. C'est-à-dire Papa Dianguenda était un monsieur important. C'est lui qui était chargé de la paye de tous les personnels du Congo belge, que ce soit blanc ou noir. Ok. Alors, Kasavubu était son directeur financier. Ok. C'est comme ça qu'il s'était connu. Mais il s'était connu également dans le cadre de la BACO, association des Bakongo. D'accord? Où les papas Dianguenda, papa Dialungana, les papas qui Solokele étaient des membres d'honneur. Okay. Kasavubu est devenu président en 1956, si j'ai bonne mémoire, parce que le premier président de la BACO, c'était M. Ndiza Lan. ABACO était donc cette association culturelle qui a été créée en 1952. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Faute de temps, nous ne saurons pas tout ramasser. Nous y reviendrons au prochain numéro. Merci Papa John de nous avoir honoré encore une fois de plus sur ces plateaux. C'est moi qui vous remercie. Quant à moi, fidèles téléspectateurs, je vous dis merci encore une fois de plus. Veuillez vous abonner massivement sur votre chaîne et n'hésitez pas de liker votre émission et de nous laisser des questions dans les commentaires. Au revoir.